Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actu, nous parlerons d'Inventiva, de GenFit et de GenSight. Et je recevrai pour l'interview Aaron Ben-Simon, PDG de Genomic Vision, le Journal des Biotech. C'est parti. Et il n'est pas parti au ski pour les vacances de février. Il est avec nous sur le plateau du Journal des Biotech pour le point d'actualité. C'est Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Alors à votre place, il y a quelques mois de ça, nous avions Frédéric Crenn, dirigeant d'Inventiva, pour parler des perspectives de la biotech et notamment de ces essais attendus dans la sclérodermie. Ils sont tombés et malheureusement, ils ne sont pas bons. Ils sont négatifs et ils ont coûté à la société presque la moitié de sa valorisation boursière la semaine dernière. Alors effectivement, ce sont des résultats qui sont négatifs et c'est sans appel. D'ailleurs, la société n'a pas attendu la publication des résultats définitifs qui seront dévoilés dans des publications scientifiques pour annoncer Urbi et Orbi que c'était fini dans la sclérodermie systémique. Voilà. Alors après, la chute du titre est brutale. Nous, on ne pense pas qu'il y ait un read across, c'est-à-dire qu'il y ait une interprétation à faire sur le développement qui est en cours des autres produits dans la NASH, voilà, de ce même produit, surtout l'anifibranor qui est en phase 2 dans la NASH. Néanmoins, voilà, il y a une perte de catalyseur, il y a la perte d'avoir une source de revenus à court moyen terme pour la société qui était non négligeable. Et puis il y a aussi il va y avoir un trou un petit peu dans les catalyseurs et l'actualité de la société à court terme. Rappelez-nous, les résultats dans la NASH, en plus, c'est pas avant l'année prochaine. Voilà, c'est ça, c'est pour le premier semestre 2020. Et ce seront des résultats de phase 2. C'est-à-dire que s'ils sont positifs, il faudra embrayer sur une phase 3. Alors la société a la trésorerie nécessaire. On imagine qu'elle va éviter de lever des fonds avant ces résultats-là, voilà, compte tenu de la forte baisse du titre qu'il y a eu et de l'impact dilutif que ça aurait sur les actionnaires. Mais ça veut aussi dire que les résultats dans la NASH, ce sera qui tout double. S'ils sont négatifs et qu'en plus, il n'y a plus beaucoup d'argent dans les caisses, c'est très très mauvais pour Inventiva. Donc on a un profil qui est plus risqué, on a peu de catalyseurs pendant plus d'un an. Voilà ce qui explique essentiellement la chute du titre, parce que finalement, voilà, encore une fois, il n'y a pas forcément de lien entre les deux essais cliniques. Bon, eh bien, on va attendre du coup maintenant. Toujours dans la NASH, GenFit, qui a profité quelque part des résultats de phase 3 de son grand concurrent à la dernière ligne droite, Intercept. Des résultats qui étaient bons, mais enfin, on a été un petit peu surpris quand on regardait le cours de bourse avec une forte augmentation du cours d'Intercept, puis une forte baisse. Tiens, est-ce que les investisseurs ont révisé leur jugement en cours de route? D'abord, les résultats sont sortis positifs pour Intercept. Le produit phare s'appelle Ocaliva. Pour rappel, il y a deux critères principaux dans l'étude, soit résolution de la fibrose sans aggravation de la NASH, soit résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. Ce sont deux maladies qui se mesurent avec des scores, donc c'était une histoire de score à atteindre. Ils en ont atteint un des deux, c'était le critère pour déposer la demande d'enregistrement du produit. Il fallait être positif sur au moins un des deux critères. C'est fait sur la résolution de la fibrose sans aggravation de la NASH. Voilà pour l'Ocaliva d'Intercept. L'autre, voilà, le traitement, la résolution de la NASH, le critère principal n'est pas atteint. Donc, c'est positif, donc ça a été salué. Puis après, le cours, effectivement, a beaucoup baissé, nettement en dessous de son niveau d'avant l'annonce. Pourquoi? Essentiellement parce que... à gratter un peu les investisseurs, à démanger les investisseurs, sans mauvais jeu de mots. Exactement, ils sont allés chercher dans les données sur les données de sécurité du produit, les effets secondaires, effectivement le prurite, les démangeaisons, mais aussi l'hépatotoxicité du produit, l'impact sur le cholestérol, un taux de sortie de l'essai, 10% des patients sont sortis de l'essai, la moitié des patients traités ont fait état de ces effets secondaires. Alors on imagine que dans une maladie comme la NASH, qui est asymptomatique, dont on parle d'un immense marché, mais pour beaucoup, c'est des patients qui sont au début de NASH, qui ne sont pas asymptomatiques, ils vont avoir du mal à accepter de prendre un médicament qui leur donne du prurite, alors qu'ils ont une maladie dont ils ne sentent rien. Qui vont les faire se sentir plus mal concrètement au quotidien. Exactement. Donc là, il y a des doutes. Alors, peut-être pas sur les chances d'approbation de Ocaliva par la FDA, qui sont, somme toute, il y a de bonnes chances quand même que le produit soit approuvé. Mais est-ce que ce produit deviendra vraiment la référence la dans base, la NASH, quelque part, et puis aussi, la molécule backbone qu'on attend, entre guillemets, c'est-à-dire la molécule à partir de laquelle on construira des combinaisons de traitements pour les différents types de patients atteints de la NASH. On prendra le médicament, la molécule backbone, puis on greffera d'autres mécanismes d'action. Est-ce que ce produit-là sera probablement pas, il n'a probablement pas le profil idéal, et ça renvoie un petit peu aux chances d'Elafibranor, de GenFit,
d'espérer occuper cette place. Bon, et là, c'est fin de l'année, hein, le suspense. Ça se précise un peu quand même dans la course à la nage, Pierre-Louis. Alors, on a Gilead qui a publié de mauvais résultats début février. Oui. Hein, alors, le produit est évalué dans d'autres, il y a d'autres phases 3 qui étaient menées en parallèle, mais enfin là, après l'échec dans la première phase 3, c'est quand même compromis. Il y a le Sénocriviroc d'Allergan, dont on attend des résultats a priori ce semestre. C'est un produit qui est hérité de la biotech américaine Tobira. Et qui avait échoué en phase 2. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un échec en phase 2. Les analystes, même américains, ne sont pas très optimistes sur ce produit. Et puis, il y a Elafibranor à la fin de l'année. Petite précision, aujourd'hui, le critère principal d'Elafibranor, c'est la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. Aujourd'hui, il n'y a plus que GenFit qui développe un produit en phase 3 avec cette indication. Les autres produits dont on parle, c'est résolution de la NASH, résolution de la fibrose sans aggravation de la NASH. Bon, il faut bien avoir suivi, mais en tout cas, c'est une précision qui a son importance. Et puis on termine par GenSight. Et bien là aussi, on avait Bernard Gilly sur le plateau il y a 2 semaines pour nous expliquer un petit peu comment il fallait comprendre les récents résultats dévoilés. Pourquoi on parle de GenSight aussitôt? Alors, parce que Roche a annoncé ce lundi, en début de semaine, donc le rachat de la biotech américaine Spark pour 4,3 milliards de dollars. Voilà. Alors, petit rappel, Spark, c'est la première, c'est une biotech américaine qui travaille sur l'amorose congénitale de Leber, donc une maladie ophtalmique d'origine génétique qui provoque la cécité avec une thérapie génique. Donc, ça nous fait penser à GenSight. Voilà, GenSight est dans le sillage de cette société pionnière qui, en 2017, a été la première à obtenir une autorisation de mise sur le marché pour une thérapie génique aux États-Unis. Voilà, alors cette annonce, elle est intéressante parce que c'est-à-dire qu'un laboratoire comme Roche y croit au modèle de Spark. Spark a mis son produit en vente aux États-Unis, puis ils viennent d'avoir l'approbation en Europe, ils négocient actuellement les remboursements, mais pour vous donner une idée, on est à 850 000 dollars le traitement pour une maladie qui, encore une fois, provoque la cécité. Pour une thérapie génique qui est censée traiter ces maladies-là en une seule injection. Donc c'est très particulier comme modèle. C'est comme ça qu'il justifie un petit peu le prix, mais il y a beaucoup de débats aujourd'hui, beaucoup de gens qui s'interrogent dans l'industrie. Donc aujourd'hui, on voit que Roche ne s'interroge pas trop. Roche, il met 4,3 milliards. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres produits dans le pipeline de Spark. Il y a notamment des produits d'hémophilie, voilà, une indication dans laquelle Roche est bien positionnée. Mais quelque part, il y a non seulement la validation d'une technologie, et puis aussi la validation d'un modèle économique. Voilà, donc il y a un read-across intéressant pour GenSight. Un read-across sur GenSight, donc, et donc les résultats, je me souviens plus ce qu'on s'était dit que Bernard Gilly, il y a encore des résultats qui vont tomber dans pas longtemps. Alors effectivement, il y a pas mal d'essais cliniques dont on attend des résultats pour cette année pour GenSight. Il y a pas mal de nœuds à démêler dans l'aventure GenSight, dans cette neuropathie optique héréditaire de Leber, qui n'est pas la même maladie que Spark. C'est aussi même découvreur, mais ce n'est pas la même maladie. Voilà, c'est une autre maladie, mais également une maladie ophtalmique, génétique, une thérapie génique. Et puis voilà, on aura quelque part un verdict avant la fin de l'année, mais le point intéressant, c'est surtout que il y a cette notion de prix. GenSight est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur en termes de prix. Ça donne à leurs produits un potentiel de blockbuster. Et c'est ça qui est intéressant dans l'opération de Roche, c'est que cet industriel y croit, ça valide quelque part le potentiel blockbuster du produit phare de GenSight. Bon, décidément, elle va être riche cette année 2019, hein, Pierre-Louis. Il va falloir. Allez, on accroche nos ceintures. ceintures À rattraper. Merci Pierre-Louis. Tout de suite dans le journal de Biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'interview Aaron Ben-Simon, PDG de Genomic Vision. Bonjour Aaron. Bonjour. Alors Genomic Vision, c'est cette biotech entrée en bourse en 2014, spécialiste de l'analyse du génome, de l'ADN génomique, qui détecte pour détecter des anomalies génétiques. On va revenir sur tout ce qui est Genomic Vision, mais on va parler dans un premier temps de ce qui fait l'actualité. Il y a une assemblée générale qui se tient le 4 mars, lundi 4 mars à Paris, qui est importante. Il y a une première assemblée qui s'est tenue qui n'avait pas réuni le quorum nécessaire. Qu'est-ce que vous attendez de cette assemblée générale et pourquoi c'est une étape clé aujourd'hui pour Genomic Vision? Oui, donc merci de me donner la parole et la possibilité de s'adresser à tous nos actionnaires et de les sensibiliser justement pour se mobiliser pour cette assemblée générale. Oui. Ce rendez-vous qui est important. Pourquoi est-il important? On va voter une augmentation de capital de 5 millions d'euros avec le fonds Winance qui nous a fait confiance et qui nous suit. Donc c'est une émission d'actions avec des bons de souscription. Exact, ça, ouais. Exact, en 4 tranches en 2019. Donc vous le savez, on n'a pas atteint les 25% dans la première Assemblée Générale. On lance une deuxième Assemblée Générale qui est de 20%. Donc là, c'est vraiment important que tout le monde se mobilise et soit là
votent par correspondance ou présents à cette Assemblée générale. Alors le message est passé. On va revenir un petit peu sur comment vous allez utiliser ces fonds en 2019. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur ce qui s'est passé en 2018 et qui rend un petit peu cette Assemblée générale nécessaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas été au rendez-vous pour Genomic Vision? Ce qui n'a pas été au rendez-vous pour GV en 2018, on ne va pas se cacher derrière notre pouce, c'est les ventes. On n'a pas vendu suffisamment de plateformes telles qu'on l'avait prévu. Et donc, en effet, on a restructuré en interne nos équipes de vente. Aujourd'hui, on est prêt pour le combat, si je puis dire, de 2019 pour l'atteinte de nos objectifs vente plateforme de 2019. Mais en 2018, il y a eu quand même deux succès significatifs, importants. Le premier, c'est la fin de notre étude clinique sur cancer du col de l'utérus, la détection de l'intégration du virus HPV avec la République tchèque. Présentation des résultats de cette étude au colloque Eurogene, colloque international spécialisé dans le cancer du col, bien perçu par la communauté industrielle et scientifique, et le lancement en 2019 avec notre partenaire en République tchèque, Phyteneo, sur une étude en temps réel, si je puis dire, real life study, pour pénétrer le marché du cancer du col de l'utérus, prescrire le test avec notre key opinion leader, le professeur Dvořák, dans des hôpitaux tchèques. Alors quand vous êtes entré en bourse en 2014, il y avait ce partenariat avec Quest, il y avait cette activité dans le diagnostic in vitro, parce que votre plateforme technologique de peignage moléculaire, de détection des grands arrangements génomiques, a de nombreuses applications. Mais la première que vous visiez, justement, c'était le diagnostic in vitro, et puis c'était ce partenariat avec Quest. Là, vous nous parlez de projets qui sont des projets maison, des projets internes à Genomic Vision. Alors, première question, où en êtes-vous avec Quest, et puis sur quoi allez-vous mettre l'accent dans le diagnostic? Le partenariat avec Quest continue. On a un projet de co-développement d'un test sur une dystrophie musculaire, la SMA, je vous rappelle. C'est un test de dépistage des porteurs sains, donc ça suit son cours. Il y a encore un peu de développement. Il y a du développement qui va être fait en 2019, peut-être encore en début 2020, avec Quest, pour Quest, financé par Quest, absolument. Donc ça, c'est un test qui pourrait être commercialisé Je pense, si vous voulez, la commercialisation est dans les mains de Quest, on le sait bien, ce n'est pas GV qui le maîtrise, mais à mon avis, ce ne sera pas avant 2020. Donc aujourd'hui, vous investissez dans vos programmes propriétaires, ceux dont vous nous avez parlé dans le FSH, dans le HPV. Exact. Ce sont les deux programmes sur lesquels Genomic Vision va focaliser son attention en 2019-20. Ouais. La myopathie FSHD principalement sur le territoire chinois. Avec Amcare, c'est ça votre partenaire? Avec notre partenaire Amcare. Et donc là, on a l'intention ensemble de se déployer plus loin que le district de Canton, là où on est aujourd'hui, mais aller vers la région pékinoise, puisqu'il y a il y a une demande sur cette pathologie, et l'étude HPV en temps réel en République tchèque. Il y aura des investissements pour vous, ou tout ça est quelque part pris en charge par le partenaire chinois, par les réseaux tchèques, les réseaux hospitaliers tchèques avec lesquels vous allez lancer En Chine, le test est commercial, il est vendu, c'est purement des revenus. Quasiment aucun investissement à faire pour ce déploiement à l'heure actuelle. En République tchèque, il y aura très probablement un investissement mineur à faire pour ce qui est de l'enregistrement du test marquage CE, IVD. Mais ce ne sont pas les sommes qu'on a investies dans le développement, la recherche et le développement du test. Alors, Genomic Vision, c'est un modèle qui n'est pas forcément simple à comprendre pour les investisseurs particuliers. À côté de ces thèses, de cette activité de diagnostic, il y a celle des sciences de la vie aussi que vous avez développée. Je crois que vous fondez de gros espoirs dans tout ce qui est édition génomique. Expliquez-nous un peu comment vous comptez vous imposer parmi les grands noms de la pharma pour être un allié presque incontournable dans toutes les nouvelles thérapies qui vont voir le jour dans les prochaines années. Alors la stratégie qu'on a adoptée, et on a communiqué là-dessus, c'est qu'on s'est inséré, si je puis dire, dans un consortium américain avec la FDA
et le NIST. Le NIST, c'est le National Institute of Standards and Technology. C'est lui qui définit les standards technologiques pour tout test qui doit être lancé à l'échelle nationale. Donc, GV fait partie du consortium, la seule boîte non américaine. Belle reconnaissance. Merci. Et donc, on va travailler avec le NIST pour mettre ce qu'il faut dans la technologie pour qu'elle devienne un standard aux États-Unis dans le domaine du contrôle qualité de l'édition du génome. C'est-à-dire, pour expliquer les choses simplement à Edmond Simon, c'est que demain, les thérapies géniques, voilà, on va couper avec des ciseaux moléculaires et on aura un Genomic Vision derrière qui va garantir le bon process, le bon déroulement des opérations, qu'on n'a pas fait de fausses manœuvres, que le traitement tel qu'on est en train de le concevoir est valide, c'est ça? C'est exact, c'est exact. Genomic Vision a la technologie, une des technologies, qui permet de visualiser si la coupure de ces ciseaux moléculaires s'est fait au bon endroit et si l'insert du nouveau gène a été fait correctement. C'est primordial, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça doit être du 100% réussite, puisque je vous le rappelle, après on va dans des essais cliniques, dans des thérapies géniques. Donc il va y avoir une demande très forte des autorités nationales et internationales. Et des laboratoires. Et des laboratoires, bien sûr, qui lancent les essais cliniques pour avoir zéro raté. Et il y aura plusieurs technologies et nous espérons pouvoir intégrer notre technologie dans ce panel d'outils pour l'analyse et le contrôle qualité du génome. Mais alors l'objectif, c'est de devenir quoi? C'est de devenir une espèce de partenaire vraiment de fond avec cette industrie pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on se dise que sur toute la vie, sur tout le développement d'un traitement, on est en accord avec Genomic Vision qui va poinçonner comme ça les différentes étapes de fabrication? Exactement. Exactement, c'est tout à fait ça. On démarre avec des partenariats et avec de la prestation de services parce que cette industrie identifie l'outil, elle perçoit la puissance de l'outil, mais elle veut d'abord l'essayer. Et l'essayer, tester. Exactement. Donc on démarre avec des partenariats, on arrive à convaincre, mais le but in fine, ce n'est pas de faire du service à Bagneux pour les sociétés américaines, c'est de faire un partenariat à long terme et de les accompagner vers la clinique, vers la thérapie, avec les partenaires qui lanceront les essais cliniques. Alors vous avez déjà un partenaire, c'est Editas avec qui vous travaillez, il y en a d'autres j'imagine qui vont arriver. Vous avez parlé des services, ça a été quand même une source de croissance pour la société, vente de machines, prestations à l'industrie, au laboratoire académique. Est-ce que c'est encore un business important, stratégique pour Genomic Vision ou est-ce que vous allez petit à petit en sortir? Non. Pur service. Alors, comme je l'ai dit, le service n'est pas un business. À l'heure actuelle, peut-être qu'on évoluera, mais à l'heure actuelle, on n'a pas l'intention de devenir une société de service. Le service, pour nous, aujourd'hui, est un moyen de mettre, si je puis dire, le pied à l'étrier et de lancer ce partenariat et d'inciter l'intérêt de ces sociétés à continuer à travailler avec nous et ensuite à développer chez elles, dans leur département de R&D, dans leur département de production, justement l'outil. On peut vivre après avec des consommables, avec des licences annuelles, etc. Et on peut continuer à développer avec eux des nouveaux produits. Alors c'est vrai pour l'édition du génome, mais c'est vrai aussi pour le biomanufacturing. Alors là, il va falloir expliquer. Là. Oui, alors le biomanufacturing, vous avez signé notamment un contrat avec ACG. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? C'est tout à fait différent de l'édition génomique et des thérapies géniques. Alors, c'est différent, mais pour Genomic Vision, le concept est le même. Alors, j'explique d'abord qu'est-ce que c'est le biomanufacturing. Simplement, pour tous les gens qui nous regardent. Très simple. On a sur le marché des piqûres qui contiennent des anticorps monoclonaux pour des médicaments, des anticorps monoclonaux biologiques, contre les inflammations, par exemple. D'accord ? Pour produire ces anticorps, il faut manipuler une cellule humaine qui pousse en culture. Manipuler la cellule veut dire mettre dans l'ADN de la cellule
un nouvel élément qui, lui, va produire la protéine en question. Et ensuite, on cultive ces cellules dans des centaines de litres de culture cellulaire pour extraire quelques milligrammes de la protéine en question. Qui doit être extrêmement pur et qui doit être extrêmement propre. Produit en quantité et produit en efficacité. Cette industrie, c'est une industrie immense aujourd'hui, a besoin d'un contrôle qualité sur deux paramètres. Un, l'efficacité de la production de la protéine et deux, la stabilité de la cellule, puisque on va les faire cultiver dans le temps pendant plusieurs dizaines de semaines, dans des centaines de litres, et là, les conditions ne sont pas optimales pour la cellule de garder l'insert de la protéine. On n'a pas envie de mettre ces centaines de litres à la poubelle. Exact. Ouais. Et Genomic Vision se positionne donc comme outil de contrôle qualité, puisque nous, on va regarder le génome, et on va regarder l'insert, la partie d'ADN qui a été intégrée dans ce génome, que ce soit pour l'édition du génome, pour la thérapie, ou que ce soit pour la production de protéines, ou que ce soit pour l'intégration du virus HPV, la technologie est adaptée à ça et l'infrastructure a été développée en interne chez GV pour répondre à ce type de questions. Et donc du diagnostic avec des produits, des partenariats pour les développements, vous l'avez dit dans le gene editing, et dans la bioproduction, et encore des services, et encore des ventes de machines, et encore des prestations. Exactement. Exactement. Et des prestations dans le domaine de l'oncologie pour des sociétés comme AstraZeneca qui veulent développer des inhibiteurs de la division cellulaire dans des tumeurs. Alors, Simon, vous allez vous redonner de la visibilité avec cette augmentation de capital. Comment vous voyez GV dans un scénario rose, dans un an, dans 18 mois on se retrouve ici sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il devrait se passer pour que vous soyez content et que vous dressiez un bilan positif de cette période qui va s'ouvrir? D'abord, cette augmentation de capital nous donne une visibilité sur 18-20 prochains mois. C'est beaucoup et c'est très important, surtout dans le contexte dans lequel se trouve la biotech aujourd'hui. Donc on est vraiment très fiers et contents que Winance nous ait fait confiance. Ça va nous permettre de développer les tests sur lesquels on a travaillé pendant les dernières années et de les mettre sur le marché, les tests IVD. Et ça va permettre de valider auprès de l'industrie pharmaceutique et du biomanufacturing et de l'industrie de l'édition du génome, la pertinence de notre approche. Bon, en gros, c'est des tests qui se vendent bien, on l'espère, et peut-être quelques partenariats quand on se retrouvera. Exactement. C'est ça ? Exactement, surtout l'accent sur les partenariats. Bon, merci beaucoup à Arnaud Simon, PDG de Genomic Vision, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce numéro du Journal des Biotech est désormais terminé. Vous retrouverez toutes les informations utiles pour l'Assemblée Générale de Genomic Vision dans le texte qui accompagne cette vidéo. Nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro. À très bientôt.